Lamine. Et qui d'autre? Taha. Qui d'autre? Pour les 6-17, Hortense aussi a réussi. Ryan. Jemima aussi. Abdou. Astou. Ok. Bon, donc, les 6-17, on nous demande de saisir 10 valeurs réelles et puis de déterminer la moyenne des valeurs strictes positives et la moyenne des valeurs strictes négatives. On va la corriger. La moyenne, on va la chercher vite fait. Bon, ça fait 2 moyennes ici qu'on la cherche. C'est boucle exo 17. La semaine prochaine, on commence un nouveau chapitre qui s'intitule les types composés. Les types composés. Types composés. Il y a ce qu'on appelle les types élémentaires que nous on a l'habitude de faire, comme les ints, les floats là, mais on verra que nous-mêmes on pourra créer des propres types de données. C'est ça qu'on appelle les types composés. Alors donc là, on nous demande de saisir 10 valeurs. Donc on connaît le nombre de valeurs. Voilà, maintenant quand on connaît le nombre de valeurs, ce qu'on peut faire c'est quoi? On peut créer le nombre de valeurs comme une constante. Genre le 10 là, on connaît qu'on ne pourra que saisir que 10 nombres. Donc je peux dire quoi? Au lieu de dire int n, je dis const int n moi 10 comme ça. Donc je crée le nombre de valeurs comme une constante et maintenant je dois déclarer une variable réelle val, une variable moyenne pose, une variable moyenne moi pose moi neg pour la moyenne des négatifs. Et pour avoir la moyenne des valeurs négatives, il faut faire quoi? Il faut la somme des positives et la somme des négatives. Voilà. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de pouvoir déterminer la moyenne d'une série de 10 valeurs réelles. Pour trouver la moyenne, on fait la somme des valeurs divisée par le nombre des valeurs. On est bien d'accord? Pour trouver la moyenne, on fait la somme divisée par le nombre de valeurs. Donc, on crée une variable somme qui permet de faire la somme des valeurs. Somme pose pour les valeurs positives, somme neg pour les valeurs négatives et moi pose pour la moyenne des valeurs positives et moi neg pour la moyenne des valeurs négatives. Alors, i, commençons par 1 jusqu'à i inférieur ou est égal à n, i plus plus. Et là, je zoome un tout petit peu. Je fais un printf. Entrez la valeur numéro et je mets pourcentage d comme ça. Et là, je mets i. Ensuite, je scanne le nombre qui, lui, c'est un réel. Pourcentage f. E commercial, je mets val. Maintenant, je vérifie si le nombre saisi, si la valeur saisie est strictement supérieure à 0, alors c'est un nombre positif. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On fait la somme des nombres positifs d'abord. Somme plus est égal val. Voilà, donc on ajoute toute valeur positive dans somme positive. C'est bon? Somme positive nous donne la somme des valeurs positives. Quand est-ce qu'une valeur est positive? Si la valeur est supérieure à 0. Mais est-ce que si une valeur n'est pas supérieure à 0, ça veut dire forcément c'est négatif? Non. Donc on met un else ici. If val strict inférieur à 0, alors là, on a des valeurs qui sont négatives. Dans ce cas, somme négative est égale à somme négative
plus valeur. Somme plus est égal val. C'est comme ça qu'il faut faire l'exercice là. On demande de saisir dans une boucle qui fait de 1 jusqu'à 10. Et ensuite, on dit si le nombre saisi est supérieur à 0, on ajoute le nombre dans la variable somme des valeurs positives. Sinon, si le nombre est strictement inférieur à 0, on ajoute la valeur saisie dans la somme des valeurs négatives. C'est bon? Ok, donc maintenant, on s'assure qu'on sort de la boucle. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux ramener ça sur la ligne comme ça. Voilà. Comme il n'y a qu'une seule instruction. Parfait, pour que je puisse voir la boucle aussi. Et là, une fois qu'on a le nombre, on peut maintenant chercher la moyenne. La moyenne des nombres positifs est égale à quoi? Attention, attention, oui. Si le nombre... Ok, maintenant, donc, regardez bien. Nous, pour le moment, on a juste trouvé la somme des valeurs positives. Pour pouvoir trouver la moyenne des valeurs positives, on doit faire quoi? On doit avoir un compteur pour pouvoir savoir combien de valeurs positives on a trouvé. On est bien d'accord? Parce que n, c'est le nombre de tous les nombres. Et ce n'est pas tous les nombres qui sont des nombres positifs. C'est bon? Alors, donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Attendez, il est où le 617? Donc là, je fais ça. Comme ça, je vais ajouter un compteur juste en bas. Je vais mettre CPT pause à 0, CPT neg à 0. Donc lorsqu'on trouve des nombres positifs, CPT pause plus. Si on trouve des nombres négatifs, on fait CPT neg plus. Voilà, donc on compte les nombres positifs, on fait leur somme. On fait la somme des nombres négatifs, on compte le nombre des nombres négatifs. Et maintenant, ce que disait Lamine, pour trouver la moyenne, on sait que la moyenne, ce serait une division. Il faut d'abord qu'on vérifie le compteur. Si CPT pause est différent de 0, alors on peut trouver la moyenne. Moyenne pause, j'ai dit moi pause. J'ai créé la variable moi pause est égale, ici, la moyenne c'est égal à la somme pause, comment je l'ai écrit, somme POS, divisé par CPT pause, et enfin printf, la moyenne des positives est pourcentage point de F, et là je mets moi pause. Voilà. Et maintenant, si on sait déjà comment ça se passe, je vais juste copier, coller, et là ça va être CPT neg, ici moyenne neg, somme neg sur CPT neg. Ici c'est moi neg. Neg, voilà. J'espère que j'ai fait comme ça. Il y a moi neg, CPT neg, et puis somme neg. Moi pause, CPT pause, et puis somme pause. Voilà. Ici, c'est moyenne des nombres, moyenne des négatives. Ok, je teste ce programme vite fait. Attention, ma machine risque de citer.
Ok, je vais saisir une valeur. 5, 12, moins 3, moins 9, 3, moins 10, 2, moins 7, 1, 2. Et la dernière valeur, je vais mettre 10. Et là, il dit la moyenne des valeurs positives, 12,83. Bon, je n'ai pas fait un retour à la ligne. Et il affiche la moyenne des nombres négatifs, moins 7,25. Donc, il a su additionner les valeurs positives entre eux, additionner les valeurs négatives entre eux, et compter les valeurs positives afin de pouvoir faire la moyenne. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a trop de chaleur ici. Est-ce que c'est bon? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Que- Après le if. Le else if. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris après le else if? Ici, j'ai fait. Je suis dans la boucle. Hein. Là. Je suis très bien. Je suis dans la boucle ici. Je demande de saisir une valeur et je dis si la valeur saisie est stricte supérieure à 0, alors on fait la somme des nombres positifs. Du moins, on ajoute la valeur à la somme des valeurs positives et puis on compte les nombres positifs. Les nombres positifs, du moins. Jusque-là, c'est bon. Else, comme on a dit tout à l'heure, un nombre qui n'est pas positif, ça ne veut pas dire forcément que le nombre est négatif. On est bien d'accord? Pour s'assurer que le nombre soit négatif, on dit else if le nombre est strict inférieur à 0. Et ici, on fait la même chose comme on a fait là-bas, mais ici, on fait la somme des nombres négatifs. Et puis, on compte les nombres négatifs. C'est juste ça. Si le nombre est supérieur à 0, on ajoute le nombre dans la somme des positifs. Et puis, on le compte pour qu'après, on trouve la moyenne égale à la somme divisée par le nombre de fois qu'on a trouvé des valeurs. C'est ça qu'on appelle la moyenne. C'est bon? Donc, on compte les nombres et puis on compte et on fait leur somme. Et maintenant, je suis sorti de la boucle. Le else if s'arrête là. C'est bon? Et maintenant, quand on sort de la boucle, on va chercher la moyenne. Mais comme on avait dit, pour trouver la moyenne, on s'assure d'abord que le diviseur soit différent de 0. Le diviseur, c'est le compteur. Parce que pour faire la moyenne, on prend la somme divisée par le compteur. Donc, si le compteur est égal à 0, on ne peut pas faire la division. C'est pourquoi on s'assure d'abord, est-ce que le compteur est différent de 0 pour qu'on le met ici au dénominateur de la somme. Chaque fois que tu vois une division, assure-toi que le dénominateur soit différent de 0 d'abord. C'est bon?
C'est bon? Sûr. Ok, parfait. L'exercice numéro 18. Un nombre algorithmique qui lit, du moins écrit un algorithmique qui lit un entier et qui affiche si le nombre est premier ou non. Bon, hier on avait vu ce que c'est qu'un nombre premier. Parfait, donc l'exercice 18 là, on n'a même pas besoin de le faire. Exercice numéro 19. Un programme qui lit un entier qui affiche tous les nombres premiers qui lui sont inférieurs. On n'a pas fait ça. Mais si. On avait saisi un nombre pair divisible par 10 strictement supérieur à 0 et on avait affiché tous les nombres premiers qui lui sont inférieurs ou du moins compris entre 1 et le nombre saisi. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tu saisis un nombre et tu affiches tous les nombres premiers qui lui sont inférieurs. Tu fais une boucle qui part comme si on allait jusqu'à n, mais on fait jusqu'à strictement inférieur à n. Oui, hier on avait fait de 1 jusqu'à n. Mais ici, on doit faire une boucle qui fait de 1 jusqu'à n-1 ou bien strictement inférieur à n. Mais à l'intérieur, chaque nombre, on doit vérifier si c'est premier ou pas. Mais c'est exactement le même. C'est bon? Ok, donc si vous avez bien suivi les exercices qu'on avait fait là, hier, les deux exercices, c'est-à-dire 18 et 19, ça devait être simple pour vous. Ok, maintenant, l'exercice numéro 20 nous demande un programme qui permet d'afficher les n premiers entiers pairs dans l'ordre décroissant. Et n étant un entier positif compris entre 1 et 500. Qui a réussi l'exercice 20? L'exercice 20. Lamine et qui d'autre? Astou. Pour de vrai. Pour de vrai. Non, je demande. Bon, toi aussi tu as réussi. Pour de vrai. Mais non. Mais non, ceux qui ont réussi, vous avez compris. Sûr. Bon, plus 0,5 au 3. 0,5. Ok, donc on va faire l'exercice numéro 20 là ensemble. Je vous fais confiance. Alors, oui. Ah non, 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 c'est déjà passé. C'est déjà passé, j'ai demandé. Toi, tu n'as pas levé la main. C'est déjà passé, j'ai pris les 3. 5. C'est les ovins, hein? Ok. Just include studio.h is main. D'abord, avant de pouvoir chercher des nombres, les n premiers nombres impairs, on va d'abord vérifier que le n soit un nombre compris entre 1 et 500. Le nombre qu'on doit saisir là, on a demandé de saisir un nombre n. Et ce nombre n doit être compris entre 1 et 500. Et lorsqu'on trouve ça, on doit afficher maintenant les n premiers entiers impairs. C'est bon? Il faut d'abord qu'on connaisse ou bien qu'on demande de saisir le nombre n. Et en respectant cette valeur-là, n doit respecter l'intervalle entre 1 et 500. Je dis int n et je mets un do, un while et je demande un print entrer le nombre de valeurs et je scanne pourcentage d, virgule, e commercial n. Ok, donc suivez bien. On a demandé que le n qui doit être saisi doit respecter cette règle-là, c'est-à-dire qu'il doit être entre 1 et 500. Comment imposer à l'utilisateur de saisir un entier compris entre 1 et 500? Comment imposer pour qu'on puisse saisir un entier? Vous trois. Yo, range ton téléphone. Range ça.
Donc, comment imposer à l'utilisateur de saisir un nombre compris entre 1 et 500? Comment? Oui, mais nous, on va le mettre dans une boucle do while. On est bien d'accord? On doit mettre dans on a déjà demandé de saisir, mais on va lui redemander lorsqu'il saisit quelque chose qui ne respecte pas, c'est-à-dire l'information entre 1 et 500. Donc, comment on le dit concrètement ici? Faire la saisie ou bien répète la saisie du nombre tant que ça ne respecte pas entre 1 et 500. Mais comment le dire ici? Donc, on va dire tant que n inférieur à 1. On est bien d'accord? Tant que le nombre saisi, il est inférieur à 1. Ça veut dire qu'il n'est pas entre 1 et 500. On veut un nombre entre 1 et 500. Donc, tant que le nombre est inférieur à 1, on vous demande de saisir. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ou n supérieur à 500. On est bien d'accord? Je vais d'abord juste faire un printf. Bonne chance. Comme hier. On va voir quand est-ce qu'on va arriver à voir bonne chance là. On a vu ici que j'ai mis printf à l'extérieur de la boucle. Donc ça veut dire que on affichera bonne chance lorsque on sort de la boucle, c'est-à-dire qu'on respecte cette règle. Vérifions est-ce que ça donne exactement ce qu'on veut. Je vais saisir moins 40. Il me redemande de saisir le nombre. Je vais saisir 700. Il me redemande de saisir. Je vais saisir 45. Et dès que je saisis 45, comme c'est compris entre 1 et 500, il accepte. C'est ce qu'il faut comprendre. On est bien d'accord? Pour imposer à l'utilisateur de saisir un nombre compris entre 1 et 500, on va lui dire de refaire la saisie lorsque le nombre est strictement inférieur à la valeur la plus petite ou bien lorsque la valeur est supérieure à l'intervalle ou bien la valeur la plus grande, tout simplement. Dans ce cas-là, il suffit qu'une des conditions ne soit pas remplie, on lui redemande de saisir. Parfait. Maintenant, ce qui suit, c'est quoi? Ce qui suit, c'est que, supposons que n est égal à 5. On dit si on saisit n est égal à 5, on doit afficher les n premiers nombres pairs ou bien impairs? Impairs. On doit afficher les n premiers nombres impairs, c'est-à-dire qu'on doit afficher les 5 premiers nombres impairs. Bon, 5 c'est beaucoup, je vais prendre d'abord 3. Si on saisit n c'est 3, ça veut dire qu'on doit afficher les 3 premiers nombres impairs. Dites-moi, quels sont les 3 premiers nombres impairs que vous connaissez? Nombres impairs que vous connaissez? 1, 3, 5. On est bien d'accord? C'est ça les 3 premiers nombres impairs. Mais on nous demande de l'afficher dans quel ordre? Décroissant. Ça veut dire qu'on doit afficher 5, 3, 1. C'est ce qu'on nous demande de faire. Oui. Hein? C'est ce qu'on demande de faire. Bon, je te retire les moins 0,5. Les moins 0,5, c'est... Ah, tu as fait comme ça, non? Ouais. C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Oui. Yo, tu as fait comme ça, là? Non, j'enlève ça. Donc, moins 0,5 juste pour... C'est ce qu'on demande de faire. Non. Donc, ici, bon, on fait la somme, je te donne plus 1 seul. Donc, ici, c'est comme ça qu'on a fait, ou bien on a affiché l'information. Les 3 premiers nombres impairs, c'est 1, 3, 5, mais on dit de l'afficher dans l'ordre décroissant. Ça veut dire d'abord le 5, ensuite 3, et ensuite 1. Ce qui veut dire que si vous avez compris ça, si n est égal à 5, affichez-moi les 5 premiers nombres impairs dans l'ordre décroissant. Non. Ce qui est sûr, il y a 1 ici. Il y a 3. Il y a 3. Il y a 5. Il y a 5. Il y a 7. Il y a 7. Il y a 9. Il y a 9. Voilà, c'est ce que cela veut dire. C'est bon? Vous avez compris? C'est ce qu'on a demandé de faire. Maintenant, est-ce que c'est possible de le faire? On a la valeur n. On a la valeur n de chaque ici. Est-ce que c'est possible d'afficher ces nombres-là selon vous? Bon, pour la possibilité, c'est possible. Parce que tout ce que je vous demande de faire,
C'est dans la mesure du possible. C'est possible. Mais comment on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut dire que si 1 est égal à 3, on affiche 5, 3, 1? Comment on peut dire que si 1 est égal à 5, on affiche 9, 7, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Par exemple, si je mets n moins 4, ça veut dire que c'est 7, 5, 3, 1. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et comment est-ce que vous pouvez faire ça en mathématiques? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les 4 premiers nombres. Les 4 premiers nombres impairs. Ici, il n'y en a que 3. Ici, il n'y a que 3. Qu'est-ce qu'ils ont ensemble? Oui. Qu'est-ce qu'eux, ils ont en commun? C'est 1. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Où est-ce qu'on trouve ces nombres aussi? Oui, ils vont pas de 2. Ils font pas de 2. Oui, je suis à peu près d'accord, mais ce n'est pas encore suffisant pour ces réponses-là. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? D'abord, les nombres là, est-ce qu'on les invente? Non. On ne les invente pas. C'est vous qui avez dit que c'est ça, le premier nombre impair, ainsi de suite. Et c'est ça, je suis d'accord que ça, c'est le premier nombre impair, ça, c'est le deuxième nombre impair, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais où est-ce qu'on trouve ces informations-là? C'est-à-dire que nous, on a n, et puis comment on fait pour pouvoir trouver ces nombres-là? En fonction de tout ce que vous voyez là, de ces 3 exemples, vous pouvez savoir où exactement je peux trouver les n premiers nombres impairs. Il y a quelque chose qui vous permet, en fonction de ces 3 exemples-là, de me dire où est-ce que je vais trouver exactement mes n premiers nombres impairs. Celui qui trouve à plus 0,5. Je dis, ce n'est pas une question, mais je dis que ici, suivant ces 3 exemples-là, il y a certaines choses qui permettent de nous montrer où est-ce que on va trouver ces n premiers nombres impairs. Oui, il y a quelque chose qui nous permet de le dire. D'accord? Je ne vais pas oublier mes plus là. C'est dans l'intervalle 1 et n. Dans l'intervalle de 1 à n. À ce jour, dans l'intervalle de 1 à n, on va trouver les n premiers nombres impairs, c'est ça? Oui. Qui propose autre chose? C'est ça, selon vous? Ou bien il y a autre chose? Les autres, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Hein? DO. Oui, DO. De n à 1. 1 n, n à 1. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'on commence du plus grand au plus petit. Tu as dit de 1 à n, n'est-ce pas? Dans l'intervalle 1 à n. Et lui, il dit de n à 1. Bon, à peu près c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'on va commencer du plus grand au plus petit. Mais votre réponse est un peu similaire. Oui. Ami? Jusqu'à n plus 2. Jusqu'à n plus 2. Une dernière proposition? Non, mais c'est pas de 1 à n. Je n'ai pas encore affirmé ou bien infirmé. Pas encore. Je prends d'abord les propositions. Ce que j'ai dit là, Oui. c'est pas de 1 à n. Je dis non. Moi, je n'ai pas encore affirmé ni infirmé les réponses. Je suis en train de prendre les propositions. Une dernière proposition. Oui. De n à 1 par pas de moins 2. Bon, une dernière proposition encore. Une dernière proposition. Oui. De 1 à n par pas de 2. L'ami. De 1 à n fois 2. De 1 à n plus 2. Bon, celui qui se rapproche de plus, c'est l'ami. Même si ce n'est pas exactement ça. C'est vrai que c'est dans l'intervalle de 1 à n fois 2. Vous voyez très bien. Suivez très bien. Ici, c'est bien de 1 jusqu'à 4 fois 2. On est bien d'accord? Ici, c'est bien de 1 jusqu'à 2 fois 3.
dans cet intervalle ici, c'est bien de 1 jusqu'à 2 fois 5. Toutefois, on quitte le n pour venir à 1. Si on veut afficher dans l'ordre décroissant. On est bien d'accord? On va quitter de 2 fois 2n du moins, si je dis 2 fois 2n, et puis on va descendre à 1. Oui, c'est-à-dire que nous, on va faire une boucle qui quitte 2 fois 2n, ça veut dire de 10, et ça va descendre jusqu'à 1. Et tous les nombres qui sont impairs, on les affiche. C'est ce qu'il faut comprendre. Ici, on va quitter 2 fois 3, c'est-à-dire 6, et puis on va descendre jusqu'à 1, et tous les nombres qui sont impairs, on les affiche. Ici, c'est la même chose. 2 fois 4, ça veut dire 8, et de 8 à 1, on affiche tous les nombres impairs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je reprends. Oui, je reprends. Les valeurs là, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve entre l'intervalle de 2 fois n jusqu'à 1. Prenons le premier exemple là. Je dis qu'on va trouver entre l'intervalle de 2 fois n jusqu'à 1. 2 fois n, ça nous donne 8. Ça veut dire que de 8 à 1, on va trouver ces nombres. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ici, 2 fois n jusqu'à 1, ça veut dire de 6 jusqu'à 1. Est-ce qu'on va trouver ces nombres? Oui. Ici, 2 fois n, ça dit 10 jusqu'à 1. Est-ce qu'on va trouver ces nombres? Donc, on trouve les n premiers nombres impairs dans l'intervalle de 1 jusqu'à n fois 2. Mais l'afficher dans l'ordre décroissant, c'est d'abord de 2 fois n jusqu'à 1. C'est bon? C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, puisque personne n'a bien trouvé, donc je ne vais pas donner les points. Alors donc, ici on va dire for un indice de parcours i est égal 2 multiplié par n. Là maintenant, on quitte de plus grand. Oui, c'est la même chose. Comme c'est des nombres impairs, oui, tu peux dire n fois 2 moins 1 et tu descends. Ok, je zoome. Dans la boucle serait ça. I est égal 2 fois n. Mais non, on quitte de plus grand au plus petit. Donc, on va dire I. Voilà. De plus grand au plus petit, vous dites supérieur. Et on va dire supérieur ou est égal à 1. Et on fait quoi? Comment est-ce qu'on avance? Positivement ou bien négativement? Négativement. Là, on est en train de reculer. On est bien d'accord? De plus grand au plus petit, on retire moins 1, moins 1, moins 1. Voilà, maintenant, on dit if I modulo, même si après, on peut l'écrire beaucoup plus simplement. Non, c'est différent, non? On a dit bien le nombre impair. On va dire printf, pourcentage d, tabulation, virgule, et voilà. Et maintenant, on va vérifier qu'est-ce qui va nous donner ici. On va saisir le premier nombre, c'est-à-dire 4. On va saisir 4. Et si je saisis 4, on voit bien qu'il affiche 7, 5, 3, 1 à l'écran. On est bien d'accord? Dans l'intervalle de 2 fois 4, c'est-à-dire de 8 jusqu'à 1, on affiche tous les nombres impairs. Je vais saisir 3.
Je vais saisir 3. Et là, il affiche bien 5, 3 et puis 1. Et je vais saisir 5. Je saisis 5. Et là, il affiche bien 9, 7, 5, 3, 1. Donc, que ce soit pour les nombres pairs ou bien pour les nombres impairs, les n premiers nombres impairs se trouvent entre 1 à 2 fois n. Les n premiers nombres impairs aussi se trouvent entre 1 à 2 fois n. Mais plus tard, après, je pourrais vous demander, dans un devoir par exemple, d'afficher les n premiers nombres premiers. Ça peut être aussi la même chose. Ou bien je vous demande d'afficher les n premiers nombres parfaits. Ça ne sera pas exactement la même chose. Mais vous avez compris le principe. Oui. Ça là. Ça. Ou bien ce que je viens de dire. Non, en fait, regarde bien. On a juste pris des exemples ici pour illustrer les choses, pour que vous compreniez d'une bonne manière. On a bien dit que, d'abord, les exemples là, tu as compris, n'est-ce pas? D'abord, juste les exemples là. Et maintenant, nous, on veut chercher une similitude entre ces exemples-là. Et je dis, donc ça veut dire que si on saisit n est égal à 5, les 5 premiers nombres impairs, c'est bien 1 jusqu'à 9. Mais où est-ce qu'on trouve ces n premiers nombres impairs là? On dit quoi? Donc, de 1 jusqu'à 9 là, c'est entre 1 jusqu'à 2 fois n. Les nombres qu'on a trouvés là. Les nombres qu'on a trouvés là, ça se trouve bien entre 1 jusqu'à 2 fois 1, c'est-à-dire entre 1 jusqu'à 2 fois 5, 10. C'est bien. Tous ces nombres-là sont entre 1 et 10. Tu es bien d'accord? Lorsque n est égal à 3, on a affiché 1, 5, 1, 3, 5. Mais ce sont des nombres compris entre 1 jusqu'à 2 fois 3, c'est-à-dire 1 jusqu'à 6. On est bien d'accord? Donc lorsqu'on a n, le nombre de nombres impairs, les nombres impairs qu'on doit afficher vont se trouver entre 1 et 2 fois n, le nombre de nombres impairs. Si le nombre de nombres impairs c'est 4, donc de 1 jusqu'à 2 fois 4, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 8, on va trouver les 4 premiers nombres impairs. On est bien d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Les valeurs qu'on trouve là se trouvent forcément entre 1 et 2 fois n. Entre 1 jusqu'à 2 fois n. Entre 1 jusqu'à 2 fois n. Maintenant, comme on nous demande d'afficher dans l'ordre décroissant, on va quitter d'abord de 2 fois 1 jusqu'à 1. Donc de 2 fois n, c'est-à-dire de 2 fois 4, 8 jusqu'à 1, tous les nombres qui sont impairs, on affiche. 8, lui, n'est pas un nombre impair. Donc, lorsqu'on fait la condition là, il ne va pas afficher 8. Parce que j'ai mis une condition. If le nombre dans l'intervalle là est impair, donc si ce n'est pas divisible par 2. Donc lorsqu'il commence à 8, il va tester est-ce que 8 n'est pas divisible par 2? Non, il ne rentre pas dans la condition. Il va descendre 7. Est-ce que 7 n'est pas divisible par 2? Oui, il affiche 7. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois un peu le tout. Mais comme je l'ai dit, on pouvait aussi le faire d'une autre manière. En faisant ce que disait par exemple Astou là. En disant, on va commencer à 2 fois n. 2 fois n. Et puis on dit le tout moins 1. Et on va parler, on va aller jusqu'à 1. Et, voire même mieux, on dit i est égal à i moins 2. Et ensuite, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre même la condition. Puisque lorsqu'on quitte un nombre impair et qu'on avance par pas de 2, le prochain nombre, c'est forcément un nombre impair. On est bien d'accord? Si je fais 1, et puis par pas de 2, ça fait 3. Par pas de 2, ça fait 5. Par pas de 2, ça fait 7. Toujours des nombres impairs. Et là, je n'ai pas besoin de mettre une condition. Maintenant, si je fais comme ça, Aïcha, ça va recommencer. Ok, parfait, ça marche. Ok, si je saisis 4, on voit bien, c'est bien 7, 5, 3, 1. Aïcha, aujourd'hui, c'est toi qui pirate encore ou bien c'est Astou qui pirate? Mon ordinateur. Qui est-ce qui est en train de pirater? C'est Astou, hein? Ok, je vais saisir 5 et on voit qu'il affiche bien.
Donc, utilisez la syntaxe qui vous semble un peu plus simple. Et on a vu que ici, en faisant ça, en quittant de 2 fois n-1 et en faisant par pas de moins 2, on n'a pas besoin de faire la condition ici dans la boucle. Et ça, c'est un code qui va être un peu plus rapide que le code précédent. Ok. Aïcha, tu as compris. À côté d'Aïcha. Abdou. À côté d'Abdou. Le nom, c'est comment? Non, ton nom. Safi et tout. À côté, c'est So. C'est toi, So. Ok. À côté, c'est qui? Dia. Tu as compris? Derrière. Vous avez compris? C'est bon? Ici? Ok, parfait. Donc, yes. Dans quel intervalle? Dans quel intervalle? C'est ce que je veux. Mais on a déjà contrôlé la saisie avec la boucle do while. Regarde bien. Nous, on a contrôlé la saisie. On a bien dit quoi? Il faut forcément que le nombre soit entre 1 et 500. Si tu saisis un nombre qui n'est pas dans l'intervalle, il te redemande de saisir encore à nouveau le nombre. C'est ça le rôle de la boucle do while. Imposer que l'utilisateur saisit quelque chose qui respecte les règles. Non, quand tu mets if là, if ne redemande pas de saisir. Dès que la condition n'est pas vérifiée, lui, il passe la ligne. Il ne rentre pas dans le if, mais il passe la ligne. Mais la boucle do while, tu ne passes pas. C'est-à-dire que tu n'arrives pas sur la ligne numéro 8. Tu vois, la ligne numéro 8 là, tu n'arrives pas ici. Tu vas arriver sur la ligne numéro 8 si tu respectes les règles que nous on a définies. Sinon, on te redemande encore de fournir à nouveau l'information. C'est très important dans la programmation et même dans vos cours de réseau plus tard, lorsque vous allez parler de certains scripts là. Mais non. Divisé par 2. Ok, on nous demande un programme qui calcule le produit de deux entiers positifs sans utiliser l'opérateur de multiplication. On nous demande dans l'exercice 21 d'écrire un programme qui permet de saisir un nombre et qui détermine combien de fois ce nombre il est divisible par 2. Si on prend 4, 4 est divisible 2 fois par 2. Si je prends 8, 8 est divisible combien de fois par 2? Donc 4 est divisible 2 fois par 2. Si je prends 8, 8 est divisible combien de fois par 2? 3 fois. Si je prenais 16. Donc vous avez compris, c'est ce qu'on nous demande de faire. On est bien d'accord? Si je prends 9, 9 est divisible combien de fois par 2? 9 n'est pas divisible par 2. C'est aussi simple que ça. 9 n'est pas divisible par 2. Ou bien? Parfait. Si je prends 20. 20 est divisible combien de fois par 2? Non. Deux fois. C'est combien? 9 fois. 10 fois par 2. On va prendre 20 divisé par 2, ça fait une fois, ça nous donne 10. 10 divisé par 2, ça fait combien de fois? 5. C'est 2 fois. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. 10 fois, c'est doublé. N'est-ce pas? Ce que tu dis 10 là, c'est le quotient de la division de 20 par 2. Ça ne veut pas dire que le nombre de fois qu'on divise 20 par 2. C'est différent. C'est bon? Ok. Donc 20 il est divisible 2 fois par 2. Comme 4. Ok, vous avez compris. Donc ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on a un nombre, on va le diviser par 2, prendre le quotient, diviser par 2, jusqu'à ce que on trouve quelque chose qui n'est pas divisible par 2. C'est ce qu'il faut comprendre. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je fais 20, je vais prendre divisé par 2. Je vais trouver un résultat. Ce résultat-là, je dois encore prendre divisé par 2. Je vais trouver un autre résultat. Jusqu'à ce que je trouve un résultat
qui n'est pas divisible par 2. C'est bon? Mais ce n'est pas fini. Parce que ça, on peut le comprendre. Mais supposons que je prenais 4 divisible par 2. Ça nous donne 2. 2 divisible par 2. Ça nous donne... Ouais, c'est vrai que 1 ici n'est pas divisible par 2. On est bien d'accord? Donc jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui n'est pas divisible par 2. Vous avez compris le principe? Ok. Revenons maintenant dans le code. Ça, c'est l'exo combien? 21. Il y a des gens qui parlent anglais ici. Deo gracias. C'est à ce qui m'a dit. Dans votre domaine, dans tout ce qui touche à l'informatique, il est très important de maîtriser l'anglais. Très important. Que vous ne le maîtrisez pas actuellement, ce n'est pas un problème. Mais que dans 5 ans, 10 ans, que vous ne soyez toujours pas en mesure de le maîtriser, là, ça serait un problème. Alors, suivez bien. Suivez d'abord. Ici, on va demander de saisir un nombre. Donc, on va dire int nombre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Est-ce qu'on a dit un nombre positif? Nous, on va forcer le nombre, que ce soit positif. On va dire do while le nombre inférieur ou est égal à 0. On veut un nombre positif. Entrer un nombre positif. Pourcentage D. E commercial. Nombre. Voilà. Bon, le nombre, je vais appeler n parce que comme ça, c'est plus simple. Donc, une fois qu'on a le nombre positif, ce qu'il nous faut, c'est quoi? De rentrer dans une boucle et on va dire avec un temps que il est divisible par 2. On fait des divisions jusqu'à... Et puis, on compte à chaque fois. À chaque fois qu'on divise par 2, on compte. Donc, ça veut dire que là, je vais d'abord mettre une variable CPT que je vais mettre à 0 pour dire quoi? Par défaut, on suppose qu'il n'est pas divisible par 2. Et à chaque fois qu'on le divise par 2 et que c'est bon, qu'est-ce qui se passe là? On compte. Et puis on récupère le reste de la... Bon, je dis le reste de la division. On récupère le quotient de la division. Après, on divise encore par 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris? Ok, maintenant je vais mettre en place une variable ici, quotient. Quotient. Une variable quotient. Et là, qu'est-ce que je dis? Q est égal à n. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer encore? Comme j'ai dit déjà, Q est égal à n, ou du moins, le fait de prendre n et de mettre dans Q, ça veut dire que plus tard, après, je dois être en mesure d'afficher le nombre qui a été saisi. On est bien d'accord? Donc, je ne touche pas la valeur n. Je fais juste une copie dans Q. Et maintenant, cette copie-là, on va la diviser plusieurs fois. Maintenant, comment ça doit se passer? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez ici? J'ai fait une copie de la valeur dans la variable Q. Et dans la variable Q, on va la modifier. On va la diviser jusqu'à... À chaque fois qu'on divise le résultat, on modifie Q. On est bien d'accord? Oui. Maintenant, comment ça va se passer? Quand on divise le résultat, c'est-à-dire le quotient, on le met dans Q. Après, on prend le nouveau Q là, qui est le quotient de la division par 2. On divise encore par 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. L'ami, qu'est-ce qu'on dit? On va utiliser une boucle, par exemple, while Q pourcentage de moins 0. Hein? Non, on dit quoi? Tant que c'est divisible par 2, on divise, c'est ça. Tant que c'est divisible, si ce n'est pas divisible par 2, on ne rentre pas dans la boucle. On est bien d'accord? Donc, tant que c'est divisible par 2, on rentre dans la boucle, on divise par 2, on compte, et puis jusqu'à ce que le Q là ne soit pas divisible par 2. C'est bon?
Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va dire ici? Q est égal Q moins 2. Comme ça. C'est bon? Q est égal Q slash 2. Et on va faire quoi? CPT plus plus. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? On va juste tester. On va voir à la sortie. Pourcentage D est divisible. Pourcentage D fois. Ici. Et on va voir après qu'est-ce que lui, il nous donne. Le premier pourcentage D, c'est le N. Deuxième pourcentage D, CPT. On le fait, on voit d'abord le résultat. Est-ce que c'est ce qu'on a fait là? Est-ce que c'est ça? Alors, si je saisis 4, il dit 4 est divisible 2 fois. Non, par contre, on a dit 2 fois par 2. 2 fois par 2. Voilà. Donc, le nombre est divisible 2 fois par 2. Ok. Le nombre est divisible 2 fois par 2. Ok, on saisit 4. Il dit 4 est divisible 2 fois par 2. On va saisir 8. Ou bien on saisit 16. « 16 est divisible. On est bien d'accord? On va saisir 9. Normalement, 9 est divisible combien de fois par 2? « 9 est divisible. On va prendre 20. 20. Ok, on va vérifier. Et donc, si on met 20, on dit bien 20 est divisible 2 fois par 2. Donc, regardez bien, qu'est-ce qu'on a dit? Une fois qu'on a saisi le nombre, on copie le nombre dans une variable que nous, on va utiliser pour la division. Comme ça, on ne modifie pas ce qui a été saisi. Parce que plus tard, il faut afficher en disant quoi? Le nombre qui a été saisi, il faut savoir le nombre. Donc, on garde le nombre dans la variable n. Donc, c'est la copie qu'on a mis dans Q là qu'on va utiliser. Donc, supposons qu'on a saisi 4. Donc, 4 se trouve dans n et on copie 4 aussi dans Q. Et on dit que tant que 4 est divisible par 2, qu'est-ce qui se passe? Divise-moi 4 par 2. Et puis tu comptes, ça fait combien de fois que tu divises? Pour la première fois, il va diviser 4 par 2. Donc 4 divisé par 2, ça va être 2 qui va être ajouté dans Q. Et maintenant, il dit que ça fait une fois. Donc là, il va maintenant modifier ce qui était là, c'est-à-dire le 4 là, par le résultat qui est 2. En sorte que si on revient ici, quand on dit Q divisé par 2, là, c'est maintenant 2. Est-ce que 2 est divisé par 2? Oui, il rentre encore. Et il dit quoi? Q reçoit 2 divisé par 2, ça veut dire 1. Et il compte, ça fait 2 fois. Et le 1 qui est dans Q, là, lorsqu'on revient, on dit Q modulo 2, il va dire, est-ce que 1 divisé par 2? Non. Il sort de la boucle. Et lorsqu'il sort de la boucle, donc on avait dit, le compteur nous donne 2. Et raison pour laquelle il affiche, ça fait 2 fois. Vous voyez que la programmation, c'est NER, non, n'est-ce pas? NER. Si tu comprends, c'est bien. Mais c'est pas aussi compliqué que ça. Ça fait tout. C'est bon? Tu as fait mon devoir. C'est toi qui n'as pas fait les devoirs. Vous deux, vous avez fait les devoirs. Ok, parfait. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Parfait. Bon. Good. Maintenant, regardez bien. On nous demande de saisir deux nombres, de faire le produit sans faire le produit. Le produit sans faire le produit. C'est-à-dire, on n'utilise pas étoile. Oui, on n'utilise pas étoile.
mais d'arriver quand même à faire le produit entre les deux nombres. Suivez très bien. Comment tu as fait pour effacer les quoi? Tu as mis le truc là ici. Pour effacer le tableau, je voulais dire. Bon, pour ne pas toucher au projecteur, on va donner un exemple. Nombre 1, 4, nombre 2, 3. Le produit des nombres, ça nous donne combien? Oui, ça nous donne 12. Hein? Donc, prod est égal à 12. Ça dit que si on fait A fois B, ça nous donne 12. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est demandé dans l'exercice? Numéro combien? 22. C'est de trouver ce 12-là. Ça dit qu'on sait que on a un nombre, on a un deuxième nombre, et on doit trouver le produit, mais sans utiliser étoile. Sans faire le produit, c'est possible. Comment? Je vais d'abord prendre, après je reviens. Multiplication. Une fois le nombre 3 qui est égal à 3. Ici, ça veut dire B fois. On est bien d'accord. C'est la même chose. Partons. Ok, la salle commence à devenir bon. Parfait. C'est ça. On est bien d'accord. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il vient de dire? Ça veut dire qu'on fait la somme de A, B fois, ou bien la somme de B, A fois. C'est aussi simple que ça. Donc, on vient là. Je vais créer un autre programme que je vais appeler Exo. Boucle Exo 22.c. Parfait, dièse, include. Adams, tu étais là? Oui. Tu viens de rentrer. Ouais, c'est pourquoi je n'avais pas remarqué ta présence tout à l'heure. Alors, donc, int a virgule b. Et ici, on va mettre une variable produit. Mais sauf que la variable produit, on va l'initialiser par 0. Parce que nous, on a dit qu'on va faire la somme d'une valeur b fois, par exemple, somme de a, b fois. Donc, on crée la variable prod, on initialise à 0. Je n'ai pas dit que pour faire le produit, il faut créer la variable prod toujours à 0. Ici, nous, on veut faire la somme des valeurs. C'est pourquoi on met prod à 0. Ok. Là, maintenant, on dit printf. On a dit deux nombres positifs, non? Donc, je vais d'abord demander de saisir et puis après, je vais mettre dans une boucle. Entrer un nombre pour entrer un nombre positif. Voilà. Et je fais scanf pourcentage D. Voilà. Voilà. Ici, ça va être B. Maintenant, je vais prendre ça, mettre dans une boucle do while A inférieur ou est égal à 0. Voilà. En fait, ayez l'habitude de faire la saisie. Si vous avez plusieurs valeurs que vous devez contrôler, il faut mettre dans une boucle bien précise. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que ça me permet de dire quoi? Si le B saisi ne respecte pas les règles, on demande uniquement de saisir B. Si on met la saisie des deux valeurs dans une seule boucle, si on a saisi A, que c'est correct, et que B, ce n'est pas correct, il va redemander de saisir les deux. Or, on avait déjà saisi A, correct, donc c'est seulement le B qu'il faut redemander de saisir. Donc, c'est de préférer, du moins, c'est important de pouvoir, c'est le français. Donc, c'est important de dire quoi? On saisit les nombres une à une dans une boucle, en sorte que si une information ne respecte pas la règle, on redemande uniquement l'information. Ok, vous avez compris. Une fois qu'on a les deux nombres, on fait quoi? On va faire une petite boucle. Ce qu'il nous faut, c'est un indice. Je l'ai créé. Et ensuite, j'utilise l'indice et je dis par exemple, ça quitte 1,
Si je dois faire la somme de A, je dois faire le parcours de 1 jusqu'à B. Si je dois faire la somme de B, le parcours de 1 jusqu'à A. Mais là, je vais faire la somme de A. Donc, je dis de 1 jusqu'à B. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? On a dit quoi? Que ce soit dans le if ou bien dans tout ce que vous faites, s'il n'y a qu'une seule instruction, vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir les crochets. Ici, dans cette boucle, on doit faire juste la somme. On n'est pas obligé d'ouvrir les crochets parce qu'il n'y a qu'une seule instruction qu'on va mettre. L'instruction, ça va être somme, non, code, plus, égale, AA. Donc, je peux le mettre comme ça. Mais s'il y a plusieurs choses qui doivent se trouver dans la boucle, ouvrez les crochets et mettez tout dans la boucle. Ok, ensuite, je fais printf. Ouais, donc je dis par exemple A, pourcentage D, c'est mieux. Pourcentage D, étoile, voilà. Pourcentage D est égal pourcentage D. Et là, ça fait A, B, O. Ok, super. Alors, A, je vais lui saisir comme valeur 4. B comme valeur 3. Et il dit bien que ça donne 12. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que la programmation n'est pas sorcière et que l'ordinateur ne comprend pas la chose mieux que vous. C'est vous qui définissez l'algorithme et l'ordinateur répond tout simplement en donnant un résultat. Si l'algorithme que vous lui donnez, c'est incorrect, il ne faut pas attendre un résultat qui sera correct. Donc, comme on a compris ici comment ça fonctionne, vous avez vu que l'ordinateur nous donne exactement ce qu'il faut. C'est bon? C'est très important. C'est la raison pour laquelle on peut faire le langage C même sur papier. Parce qu'on sait exactement chaque étape, qu'est-ce qui se passe en réalité. Et vous, ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, vous devez comprendre que c'est comme ça. Apprendre à comprendre chaque étape, chaque ligne. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment l'ordinateur se comporte. C'est très important. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok, super. Maintenant aussi, l'objectif, ce n'est pas de corriger tous les exercices de la série. Hein. Sinon, vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. On ne peut pas corriger tout. Les autres exercices, là, vous allez faire ça vous-même. Ça va comme ça. Hein? Je sais ce que c'est. L'exercice 27, hein? L'exercice 27 demande de saisir une date correcte, une date valide. Une date complète d'abord qui doit être valide. Nous, je pense qu'on avait fait quelque chose comme ça, mais nous, on a fait juste avec un if. Si la date n'est pas valide, on affichait. On a fait ça, n'est-ce pas? Mais là, ici, lorsque la date n'est pas valide, il faudrait qu'on lui force la main. Il faudrait que lui, il ressaisisse quelque chose qui est correct. Mais si vous lisez bien, comme je viens de lire là, ça veut dire que si vous demandez de saisir par exemple le mois, vous pouvez savoir que le jour, en fonction du mois qu'il fournit, doit être quelque chose compris entre tel et tel. C'est ce qui est dit. Donc on va demander les informations dans l'ordre là. C'est-à-dire on demande l'année, on va demander le mois, et en fonction du mois, savoir combien maximum il doit saisir comme nombre de jours.
S'il saisit quelque chose qui est correct, c'est bon, on sort. Nous, on ne va pas faire une boucle qui lui demande de saisir. On va lui imposer juste quelque chose. Et lorsqu'il fournit la bonne information, c'est bon, on sort. Je vous avais déjà montré quelque chose qui permet de sortir d'une boucle, non? Une instruction qui permet d'arrêter une boucle. Break, on avait vu ça, n'est-ce pas? L'instruction break permet d'arrêter une boucle. C'est bon? Ok, maintenant vous avez compris toutes ces choses-là. Revenons maintenant ici. Et normalement, vous allez me dire tout ce qu'il faut. Et maintenant, s'il y a des choses, dans ce que vous dites qui ne sont pas correctes, je les corrige. Je mets exo 27. Il faut faire l'exercice que j'ai sauté là. Parce que quand je vais amener un devoir, je peux prendre un exercice. Je n'ai pas dit que ce serait forcément ça, mais c'est possible. Alors, date complète, c'est int, jour, mois, année. Ok, comment est-ce qu'on va faire pour demander de saisie? On peut utiliser une boucle do while. Ici, on lui a dit de forcer la main. Hein. Il n'y a pas de réalité. Oui. Oui. C'est là-bas. Je suis d'accord. Ok, let's go. On a demandé de vérifier si l'année est bisexuelle, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une variable de validation que je vais appeler OK ici. Je vais lui donner une valeur 0. Et ce 0-là, si OK est égal à 0, ça veut dire que la date est correcte. Si plus tard, OK prend la valeur 1, c'est que la date est incorrecte. Comprenez le sens de la variable OK. C'est un booléen. À 0, si la date est correcte. À 1, lorsque la date est incorrecte. Par défaut, la variable OK est 0. Mais si ça change de valeur, ça devient 1, ça veut dire que la date qu'on a saisie est incorrecte. Vous avez compris le principe? OK. Hein? Tu n'as pas compris? Tu as fait comme ça? Ah, OK. Donc je dis tant que, parce que je dis tant que OK, et maintenant, en fonction de 0 et 1 là, je vais savoir est-ce que la date est correcte ou pas. 0, ça veut dire que c'est correct. 1, ça veut dire que c'est incorrect. Donc je vais dire tant que OK est égal à quoi? Ou bien tant que OK est. Quelle condition? Tant que OK est égal à 0, ça veut dire que c'est valide. Moi, quand est-ce que je redemande de saisir la date? OK. Voilà, donc tant que OK est égal à 1, tu me ressaisis. On est bien d'accord? Mais le problème, c'est quoi? Lorsque OK est égal à 1, ou du moins, lorsqu'on dit OK est égal à 1, il faut savoir quand est-ce que OK là, qui était à 0, va aller à 1. Quand est-ce que OK change de valeur? 1. Et puis lorsqu'il est à 1, quand est-ce que lui, il peut revenir à 0? Il est très important de comprendre ces choses-là. Mais on va d'abord commencer par saisir l'année. Printf, entrée, l'année. Un scan, pourcentage, D, OK, E commercial, A. Bon, pour l'année, normalement, on va pas insister dessus, mais on peut contrôler si l'année est positive. C'est bon? Et maintenant, je vais mettre printf, entrée, le mois, et scanner.
Bon, on va saisir tout en même temps. C'est plus simple comme ça. Et je vais faire printf. Je voulais faire les contrôles individuels, mais on va faire un contrôle général. Oui, oui, c'est vrai. C'est bien M. Pourcentage D. E commercial J. Ok, maintenant donc, je vais saisir ça dans l'ordre. Ce que je pouvais, c'est quoi? Je pouvais contrôler l'année encore. On peut faire une boucle à l'intérieur d'une boucle, hein. Je pouvais faire dans une boucle do while, une autre boucle do while qui impose à ce que l'année soit positive. Par exemple, je pouvais dire ici que l'année, je la mets ici. Je vais la mettre ici. Et je dis tant que l'année inférieure ou est égale à 0, on lui demande de saisir à nouveau. On est bien d'accord. Pour imposer que l'année soit positive, on dit on fait la saisie tant que l'année est négative ou bien est égale à 0. Tous? Oui, mais pas seulement ça. En fait, le mois, il faudrait que ça se trouve entre 1 et 12. Donc ici, par exemple, je peux lui dire, c'est-à-dire que je le mets entre une boucle do while, ici, comme ça, en disant do pour le mois, en faisant ça, while, et on vérifie si le mois se trouve entre 1 et 12. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Comment savoir si le mois se trouve entre 1 et 12? On va dire faire la saisie du mois tant que le mois. Oui. Ou. Voilà, supérieur à 12. Donc là, on vient de forcer la main à l'utilisateur en lui demandant une année qui doit être positive, en lui demandant un mois qui doit se trouver entre 1 et 12. C'est bon? Ok, maintenant ici, après, on peut vérifier maintenant le jour. Jusque-là, vous me suivez? Ok, maintenant, pour le jour, il faudrait juste quoi? Faire un petit test en fonction du mois et de l'année, surtout pour le mois de février plus tard. Mais en fonction du mois, ça va, le nombre de jours, ça doit être entre combien et combien. Exactement. Donc ici, par exemple, je vais faire... Je vais mettre... moi, en fait, je ne voudrais pas qu'il me redemande après de saisir toutes ces choses-là. Ok, donc, regardons bien, on va faire ça. If mois, le mois de 12 là, le mois de, comment on appelle ça là, le mois de 31 c'est 1, ou bien mois est égal janvier, c'est 3, ou bien mois c'est 5, ça doit être 7, hein? Ou mois est égal à 8, ou M est égal à 10, ou M est égal. Ok, pour les mois là, on vérifie tout simplement si le jour se trouve entre entre 1 et le jour inférieur ou est égal à 31. Ça veut dire que c'est correct. On est bien d'accord? Sinon c'est incorrect.
Donc ici, on va changer. On va dire 6 jours inférieur, par exemple. Inférieur. Non, ici c'est supérieur. Hein. Ici c'est supérieur. Le LC, ça veut dire que la date n'est pas correcte. Donc OK passe à 1. Oui. Vous nous avez demandé le mois de cette année. On peut mettre si mois égale à 2. Oui. If mois est égal à 2 de cette fille, est-ce qu'un mois est égal à... Non, les mois qui sont 31, mais le tour fini, 30. Bon, il faut comprendre que là, je suis en train d'abord de traiter les mois de 31. Après, je vais mettre ici un else if, traiter les autres mois. Et ensuite, else if, traiter le mois de 2. Tu comprends? C'est la même chose. Tu peux d'abord commencer par le mois de 2, après le mois 2, du moins, après le mois des 30 jours, et puis les mois des 31. Ouais, c'est simple. Mais c'est la même chose en fait. Bon, en fait, ce que je dis, c'est quoi? Si le mois se trouve là, et que le jour, normalement, il est entre 1 et 31, OK est égal à 0. Sinon, ça veut dire que OK est égal à 1. On est bien d'accord? Ça veut dire que la date n'est pas correcte. Lorsque la date n'est pas correcte, OK passe à 1. Lorsque la date est correcte, OK passe à 0. En sorte que lorsque OK est égal à 1, on lui redemande de saisir à nouveau la date. C'est bon? Bon. Même si c'est un petit... C'est pas exactement ce que j'aurais aimé. Mais je vais faire ça comme ça. Voilà. Maintenant, else ici, if le mois est égal 4 ou le mois est égal à 6 ou m est égal 9 ou m est égal. Voilà, moi je vais copier juste cette condition. Ramener là. Et je vais dire quoi? Jusqu'à 30. Hein? Jusqu'à 30. Parfait. Et je vais faire un else if pour le mois de 2. Mais comme j'ai contrôlé la saisie du mois ici, normalement le else ça va être forcément 2. C'est bon? Sinon après on pourra enlever la saisie là. Regardez, moi je vais pas me fatiguer pour le contrôle de mois. Je vais pas contrôler la saisie du mois. On va le laisser saisir juste le mois. On va pas le redemander de saisir si le mois est incorrect. Donc j'ai enlevé toutes les boucles qui se trouvent à l'intérieur là. En sorte qu'on demande juste de saisir. Ok, voilà. Donc ici, else if le mois est égal à 2, parce que là il nous reste ce mois là. C'est bon? On a les mois de 31. Sinon, si c'est le mois de 30, sinon, si c'est le mois de... Là, maintenant, on va parler de l'année bissextile. Et l'année bissextile, c'est quoi? Si on a le mois de, il faut d'abord vérifier l'année bissextile. Quand est-ce que l'année est bissextile? Comment savoir si le mois doit avoir 28 jours? Si l'année est divisible modulo 4 est égal à 0 et année modulo 100 différent de 0. Voilà, je mets tout ça entre parenthèses et je dis ou année modulo 400 est égal à 0, ça veut dire que l'année est bissextile. Sinon, ça veut dire que l'année n'est pas bissextile. On est bien d'accord? Pour le mois de, on vérifie si l'année est bissextile. L'année est bissextile si l'année est divisible par 4 et pas divisible par 100. Dans les deux là, forment normalement une condition. Et donc, soit ça, ou bien si l'année est divisible par 400. Ce qui veut dire que l'année est bissextile.
Et quand l'année est bissextile, on va prendre, pour vérifier le mois, je fais ça. Quand l'année est bissextile, le mois doit être compris entre 1 et 28. Hein? C'est ça? C'est ça? 29, bissextile, c'est 29. Ok. Maintenant, sinon, ici, ça veut dire que l'année n'est pas bissextile. Alors, il faudrait forcément que le jour soit compris entre 1 et 28. C'est bon? Maintenant, si le mois n'est ni un mois de 31, ni un mois de 30, ni un mois de... Parce que regardez bien, j'ai enlevé les doubles qui permettaient de contrôler la saisie là. C'est bon? Donc, si on n'est pas rentré là-bas, on va rentrer dans un headC ici. Et là, je vais mettre OK est égal à 1. Bon, voyons voir ce qui se passe. À l'extérieur, je vais faire printf pourcentage %d slash pourcentage %d slash pourcentage %d ici A, J, M et puis A. Et puis on va revenir sur ce code là vite fait. Donnez-moi une date par exemple. De combien? 22? Le 29, c'est... oui. Nous, on a d'abord demandé l'année. Mais c'est pas grave. Supposons que l'année, c'est l'année 29. Et puis le mois, c'est 1. Le jour, c'est combien? Le 30. Vous voyez que dès qu'on saisit quelque chose qui est correct, là, on sort directement de la boucle. On est bien d'accord? Parce que l'année, j'ai donné 29. Le mois, c'est 1. Et puis le jour, c'est 30. Ce qu'on pouvait faire, bon, on va le faire d'abord. On va d'abord compiler. On va saisir une date qui est incorrecte et vous allez voir quelque chose. J'ai d'abord demandé de saisir l'année. Donc, la première chose qu'on fournit, ça doit être l'année. L'année, ça va être par exemple 25. Supposons qu'on saisit février de le 30. Regardez bien ce qui se passe. Il sait déjà automatiquement que ce n'est pas correct. Mais ici, il manque quelque chose. Parce qu'on ne lui dit pas qu'est-ce qui est incorrect. On ne lui dit pas. Mais on est en train de lui redemander de saisir. Si par exemple je saisis 2025 et que je saisis 2, je saisis 12, c'est correct. On est bien d'accord? Mais le problème, c'est qu'il faudrait lui montrer quelque chose, un message pour lui dire quoi? L'erreur en fait. Alors, on va commencer par là. Là maintenant, je vais ramener mes if là à la ligne. Normalement, lorsque est égal à 0, ça veut dire que c'est correct. C'est dans le headC là qu'il faut parler. Voilà, dans le headC de ces jours-là, on va dire quoi? Ici, printf, on va dire le jour n'est pas correct. On est bien d'accord? Voilà. Le jour n'est pas correct. J'ai mis l'ajout. Le jour n'est pas correct. Dans le headC, on va mettre ça comme ça. Ici, c'est le jour qui n'est pas correct. Là, dans le headC, à chaque fois qu'on voit le OK est égal à 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. OK. Donc ça, c'est pour le headC des jours. Mais ici, le 1 là, c'est pour le headC du mois. Donc là, on va dire headC le
mois n'est pas correct. Parfait. Par contre, il faut faire des anti-n pour avoir des bonnes. Oui. Bon, pour le moment, je n'ai pas contrôlé l'année, mais après, vous pouvez contrôler l'année à ce que ce soit supérieur à 0. C'est bon. Je vais mettre anti-n partout. Ok. Entre l'année, je saisis 2025, on fait la même chose que tout à l'heure. Si je mets 30, là, il dit le jour n'est pas correct. Il affiche le problème. Si par exemple, je saisis 2025 et que je saisis un mois bizarre, 13, et que je saisis aussi un jour bizarre, je saisis par exemple, voilà. Maintenant, bon, il va dire que le mois est incorrect. On est bien d'accord? Il va dire que le mois est incorrect. Lorsqu'il rentre dans le dernier Etsy là, le dernier Etsy, regardez bien. Ce Etsy là, c'est le Etsy des mois. Si on voit bien, si je déplie, voilà. Vous allez voir un petit peu. Voilà. Attention. Donc ici, on a un if pour le mois. On a un else if pour le mois. On est bien d'accord? On a un else if pour le mois. Et ce else aussi, c'est pour le mois. Et à l'intérieur de ce else, on vérifie les jours. On est bien d'accord? Donc lorsqu'on arrive dans ce else ici, là, c'est parce que le mois ne se trouve pas parmi ces mois, ni parmi ces mois, ni parmi ces mois. On va venir ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que moi, j'ai enlevé le contrôle de saisie du mois. Si j'avais gardé le contrôle de saisie du mois, 12, du moins, do while entre 1 et n, j'aurais pas besoin de faire ça là, le else if, parce que le mois sera forcément correct. Mais là, je n'ai pas contrôlé la saisie du mois. Donc, je dois mettre un else dans la mesure où le mois ne se trouve pas entre 1 et 12. Mais non, normalement aussi, si on pousse un petit peu la réflexion, on pouvait aussi parler du jour. Mais quand le mois n'est pas correct, déjà, on n'a même pas besoin de parler du jour. Parce que le mois, c'est 13. 13 à combien de jours? On ne peut pas dire le jour n'est pas correct aussi. Donc, dès que le mois n'est pas correct, on affiche que le mois n'est pas correct. Maintenant, si le mois est correct, c'est le jour n'est pas correct, on affiche que le jour n'est pas correct. Oui, c'est possible. On a une possibilité de dire, par exemple, s'il y a quelque chose qui est incorrect, on demande uniquement de saisir la chose. Mais si on le fait ici, peut-être certaines personnes... Ah oui, on peut lui demander exactement, uniquement la chose qui est incorrecte là. Maintenant, si je ferme ce programme, il faudrait maintenant ouvrir les yeux pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et là, on a besoin de un certain nombre de choses. En fait, ce que dit votre collègue, c'est quoi? S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qu'on demande uniquement la saisie de la chose. On demande uniquement la saisie de la chose. C'est bon? Mais non. Pour l'année, par exemple, on va supposer que l'année, qu'on saisit, c'est correct. Que ce soit moins, parce que je pense qu'il y a des années en moins quelque chose. Donc, on va se baser beaucoup plus sur le mois et le jour. Si ce n'est pas correct, on va demander de saisir. Dans ce cas, moi, je peux préparer une variable ici. M est égal à 0. Ou bien je dis à saisir est égal à 0. Ça me permet plus tard de préciser qu'est-ce qui doit être saisi. On est bien d'accord? Qu'est-ce qui doit être saisi? Et ce qui doit être saisi là, ça peut être le mois. Si le mois est incorrect, je vais mettre à saisir 1. Pour que plus tard, je vérifie en fonction de à saisir pour demander uniquement de saisir le mois. Si le jour est incorrect, à saisir va prendre la valeur 2. Regardez bien. Je crée une variable à saisir pour me permettre d'identifier qu'est-ce qui doit être saisi.
Si ça vaut 2, ça veut dire que c'est le jour qu'on doit redemander de saisir. Si ça vaut 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le mois qu'on doit redemander de saisir. Dans 2, pour redemander de saisir le jour. 1, pour redemander de saisir le mois. Vous avez compris? Ok, maintenant, dans ce cas, avant de saisir, on va d'abord tester la variable à saisir. Avant de saisir, on va tester la variable à saisir. Lorsque à saisir est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? On va saisir toutes les informations. Mais lorsque à saisir n'est pas égal à 0, on va saisir en fonction de quelque chose. Donc ça veut dire que je fais ça. Et je dis if la saisie là, je dis à saisir est égal à 0. Dans ce cas, je saisis de saisir les 3 informations. Pourquoi est-ce que je demande? Parce que lorsque à saisir est égal à 0, c'est parce que c'est la première fois que je demande de saisir les données. À saisir, je l'ai mis à 0 à l'extérieur. On est bien d'accord? Et quelque part ici, lorsque OK est égal à 1 pour le jour, à saisir, on a dit que ça va prendre quelle valeur? La valeur 2. Donc pour les jours, on va faire ça. À chaque fois que le jour est incorrect, à saisir prend la valeur 2. À chaque fois que le jour est incorrect, à saisir prend la valeur 2. À chaque fois que le jour à saisir prend la valeur 2. Si le mois est incorrect, on sera là. Et à saisir prend la valeur 1. On est bien d'accord? Jusque-là, vous suivez. Maintenant, je remonte ici. Je dis, lorsque à saisir est égal à 0, on vient de rentrer dans la boucle. C'est bon? Maintenant, sinon, else, if, je vérifie maintenant en fonction de à saisir. Pour lui dire qu'est-ce qu'il faut saisir. Si à saisir vaut 1, qu'est-ce qu'on demande de saisir? On ne va plus rentrer dans à saisir est égal à 0 pour demander de saisir les 3 informations. Si est égal à 1, c'est ça qu'on demande de saisir. Tu vois un peu le truc, le principe? Else, if, à saisir, moi 2, on va lui demander de saisir uniquement le jour. C'est bon? Maintenant, vérifions. Saisissons l'année 2025. Un mois, donnez-moi un mois. Par exemple, je saisis 13. Je saisis 13 et je saisis 12. Il dit le mois est incorrect. Et il ne demande pas directement de saisir l'année. Il demande de saisir le mois. On est bien d'accord? Et là, si je saisis 20, il va me redemander de saisir encore le mois. Si je saisis 11. Parfait. Ok, je ferme encore le programme. On va saisir quelque chose. Voilà. Supposons qu'on saisit un mois qui est incorrect. Regarde bien. On saisit un mois qui est incorrect, comme 13. Et on saisit aussi un jour qui est incorrect. Mais bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas le mois 13. Genre, combien de jours il a. Mais je saisis un mois, non, le jour 32. On sait qu'aucun mois n'a 32 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que le mois est incorrect. On est bien d'accord? Mais si je fournis un mois qui est correct, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire le jour est incorrect. Et il demande de saisir le jour. Et donc ainsi, on peut faire un programme qui est un peu plus personnalisé. En ayant une variable qui nous permet de pouvoir savoir où est-ce que et quand est-ce qu'on a demandé, ainsi de suite. Exactement. Voilà, maintenant donnons un jour qui est correct. Le 15. Si on saisit 15, donc c'est bien le 15 11e mois 2025 qui est correct. Voilà. En contrôlant la saisie dès le début. Il va insister jusqu'à la valeur soit correcte. Mais non.
Oui, ça aurait été beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Mais sauf que on n'aurait pas, genre, à mettre beaucoup de conditions. Et c'est pas exactement ça, en fait. On est bien d'accord? Si on contrôlait juste la saisie, par exemple, le mois doit être entre 1 et 12, et puis ainsi de suite, là, c'est trop facile pour moi, en fait. C'est trop facile. Mais on peut le faire comme ça. Tu comprends? Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?